Le bureau des légendes, John le Carré, James Bond ou encore un certain Vladimir Poutine, de la guerre froide à aujourd'hui, l'espionnage et les espions occupent une place majeure dans notre imaginaire collectif. Vincent Jauvert leur consacre un dictionnaire amoureux. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes grand reporter à l'Obs, hebdomadaire français, pour lequel vous couvrez d'ailleurs ce monde confidentiel, cette frange ténébreuse de la souveraineté des États. Votre dictionnaire amoureux de l'espionnage, top secret, est publié aux éditions Plomb, on le voit à l'image. J'allais vous dire pourquoi un dictionnaire amoureux sur l'espionnage. Bon, c'est à la fois votre travail, mais on a presque envie de dire que c'est une passion. Oui, c'est une passion. Oui, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets-là. En fait, je crois avoir compris, en tout cas, un des ressorts de cette passion qu'on a. On est nombreux à avoir cette passion-là, c'est qu'à la fois l'espionnage touche à l'intime. Pourquoi est-ce qu'on trahit? Les histoires de sexe, les histoires d'argent, les histoires d'ego, les histoires d'idéologie. C'est très intime. Et en même temps, ça touche au secret d'État. On doit voler des secrets d'État. Et je pense que c'est ce choc entre l'intime et le géopolitique qui rend les choses si passionnantes. Et ça peut faire basculer notre monde. Et ça peut faire basculer notre monde, comme là, il y a un an, en Ukraine, on a vu que la CIA avait sans doute une source auprès de Vladimir Poutine qui savait quelles étaient les intentions de Poutine. Tout le monde avait vu qu'il y avait des armées. Vous voulez dire un espion autour du Kremlin qui aurait donné l'information de l'invasion à Washington? Tout le monde avait la même information. Les services français voyaient la même chose, mais pensaient que c'était illogique de la part de Poutine. Irrationnel, qu'il allait perdre. Mais les Américains, manifestement, avaient une source qui savait quelles étaient les intentions de Poutine. Alors là, c'est très récent. À quand remontent les premiers espions? Oh là! Vous savez que c'est le deuxième métier le plus vieux du monde, et encore, on peut dire que c'est à peu près la même chose, souvent. Donc, ça a toujours existé. On aura compris. Oui, c'est un sale métier, quand même. C'est un métier très dur. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ment, on manipule, on vole. C'est très peu romantique. Il y a cette idée romantique de l'espionnage. Je pense que c'est pas du tout romantique. On ment y compris à son entourage, à sa famille, à ses parents, à ses enfants. On ment à sa famille. C'est un métier, disait John le Carré, de voyous qui ont le droit de faire ce qu'ils font. Voilà, donc vraiment, mais en même temps, c'est un monde passionnant parce qu'on rencontre des gens qui ont des carrières absolument hallucinantes. Et vous l'avez dit, pardonnez-moi, je vous ai coupé, mais vous avez prononcé ce mot, fantasmer. C'est vrai que ce qui est incroyable, on en a reçu sur ce plateau, notamment de la DGSE, Direction Générale de Contre-Espionnage Français. On a reçu beaucoup de monde, et c'est vrai qu'ils disent toujours, attendez, l'espion, c'est pas James Bond, il faut arrêter les fantasmes. Ça revient souvent. D'abord, James Bond n'est pas un espion. James Bond ne vole pas des secrets. En général, James Bond, il va tuer des gens. Donc, c'est pas un espion. Un espion, c'est quelqu'un qui manipule des sources. Ouais. Le métier de base. C'est-à-dire qui ne saute pas du 20e étage en atterrissant. Ça, c'est un homme des forces spéciales. C'est pas un espion. Voilà. C'est quelqu'un qui va chercher des secrets. Non pas lui-même, mais qui manipule des gens qui vont chercher des secrets à sa place. C'est ce qu'on appelle un agent traitant. Un officier traitant. Un officier traitant. C'est ça. C'est le métier de base. Comment on devient espion? En France, il faut faire Sciences Po ou être militaire. Ouais. Il vaut mieux être Sciences Po. Ou anonyme, non? Ça peut arriver ou pas? Là encore, c'est une légende. D'être approché par un gouvernement alors qu'on n'a rien demandé. Ça, c'est pour servir de source ou c'est pas la même chose. Ou pour être honorable correspondant, c'est-à-dire de temps en temps aider le service. Mais sinon, non, il vaut mieux être diplômé quand même. Allez, on va quand même le parcourir un peu, ce dictionnaire amoureux, même si on va laisser à nos téléspectatrices et téléspectateurs le soin de se le procurer. Alors, il y a des entrées techniques, boîte aux lettres mortes, légende, hirondelle et Roméo, tout un programme. Roméo, alors c'était la spécialité des Allemands de l'Est. En Allemagne de l'Ouest, après la guerre, il y avait très peu d'hommes. Puis ils étaient morts. Et donc les femmes se sentaient seules. Et il y avait des secrétaires qui se sentaient seuls. Et donc en Allemagne de l'Est, on avait formé des hommes à aller séduire ces femmes-là, qui avaient accès, de par leur position de secrétaires, de gens importants, à des documents. Et après les avoir séduites, eh bien, celles-ci leur donnaient à ces Roméo, qui étaient souvent mariés avec des enfants, des documents. À la lettre L, il y a notamment l'anglais, c'est le siège de la CIA, Mortier pour le siège de la DGSE, Mortier comme le boulevard Mortier, on imagine. Vous racontez aussi des histoires, comment par exemple la CIA a espionné le général de Gaulle à l'Élysée.
Oui, alors ils ont dépensé énormément d'énergie pour espionner cet homme qui les embêtait, qui était un allié, mais qui en même temps bougeait beaucoup. Et il y a une anecdote qui me fascine. Ouais. De Gaulle va au Mexique, s'apprête à aller au Mexique, délivrer un discours qui est resté dans les mémoires, celui du mano à mano entre le Mexique et la France. Très beau discours. Et il l'envoie, avant d'y aller, à l'ambassadeur sur place français. Mais la CIA intercepte ce discours et le conseiller à la sécurité nationale du président Johnson fait une note à Johnson, il lui dit, écoutez, lisez ce discours, il est formidable, vous devriez l'imiter. Ouais, ça, c'est une belle histoire. Vous racontez aussi pourquoi, par exemple, Ian Fleming, créateur de James Bond, a été un officier de l'intelligence service, c'est ça, bien plus intéressant que son héros. Pourquoi? Absolument. Pourquoi? Son héros, on le voit aujourd'hui, le livre est réécrit parce qu'il est ordurier souvent. Hein. Les livres ne sont pas comme les films, ils sont vraiment orduriers. Ouais. Alors que lui était un grand espion pendant la guerre, c'est lui qui a monté beaucoup d'opérations de désinformation, et donc il est plus intéressant, oui. Sa vie, que vous découvrirez dans le livre, est beaucoup plus intéressante que celle de James Bond, qui est pas passionnante. Il y a l'héroïsme d'un colonel de l'armée polonaise qui, lui, a empêché l'apocalypse nucléaire, l'incroyable manipulation qui a justifié l'invasion de l'Irak, ça forcément, ça parle au plus grand nombre, on imagine. Et puis il y a la vraie carrière d'espion d'un certain Poutine. Quelle est cette vraie carrière ? D'abord, on oublie que Poutine a été espion dans sa jeunesse, c'est vrai, mais il a été aussi au KGB. Juste avant de devenir Premier ministre. Il était patron des services secrets. On l'a oublié, ça. Et donc Poutine est un homme qui, dit-on, a été un mauvais agent de renseignement. Moi, j'ai enquêté à Saint-Pétersbourg où il était. Il connaissait très très bien les villes d'Allemagne de l'Ouest. Il parle allemand parfaitement. Oui, mais comment se faisait-il qu'il connaissait... De l'Ouest, vous avez dit. De l'Ouest. Pas de l'Est. Ouais. Donc c'est qu'à mon avis, il était beaucoup plus influent, beaucoup plus important en matière de renseignement que ce qu'on a cru, que ce qu'on a dit. Ce qui n'enlève rien au fait que c'est un homme qui est tellement marqué par sa carrière d'espion qu'on voit aujourd'hui qu'il gère son pays comme un homme du KGB qui manipule, qui triche, qui ment, qui oppresse. C'est la seule chose que savent faire ces hommes-là. Ouais, vous faites un lien entre son passé et l'actualité de la guerre en Ukraine. Alors il y a aussi Kim Philby. Ouais. Quelques mots sur lui. Un personnage extraordinaire, Kim Philby, homme de la grande société britannique, qui monte quasiment au sommet des services secrets britanniques, qui étaient à l'époque de loin les meilleurs, et qui pendant toutes ces années-là informait le KGB. Et donc toutes les grandes opérations de l'après-guerre ont été bousillées, et les hommes avec, à cause de Kim Philby, qui a réussi à fuir en Russie et qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Est-ce que les Alliés s'espionnent entre eux ? Bien sûr, évidemment. Oui, ça. D'ailleurs, ils le reconnaissent tous. Alors, il y a des choses qu'en théorie, ils ne font pas. C'est-à-dire qu'ils ne recrutent pas, en théorie, des espions adverses. C'est-à-dire que nous, on ne va pas recruter des gens de la CIA et eux, des gens de la DGSE. Ouais. En théorie. Ouais. Mais tout le renseignement technique, bien sûr, les interceptions, les satellites. Ouais, mais tout de même, quand on a découvert que, par exemple, alors c'était pas la CIA, c'était la NSA, je crois, qui espionnait Angela Merkel, la chancelière allemande. Pour vous, sans doute, vous dites normal, mais pour nous, quand même, ça laisse perplexe. C'est pourquoi? C'est à des fins industrielles, commerciales? Mais c'est à tout, industriel, commercial, politique, mais c'est la même chose de l'autre côté. Les Français ont installé une base il y a assez longtemps d'écoute à Kourou, en Guyane, pour essayer de choper ce qu'ils pouvaient aux États-Unis. Donc, tout le monde fait la même chose. Et ça se sait? Non, ça ne se sait pas, il faut le découvrir. Il faut le découvrir, c'est ça, on s'en doute. Qui a les meilleurs espions? Je pense qu'aujourd'hui, c'est les Américains. On l'a vu quand même avec la guerre en Ukraine. Avant, je pense que c'était les Russes, puisque les Britanniques étaient les plus malins, mais ils étaient tellement pénétrés par l'ennemi que, bon... Ouais. Les Russes avant et aujourd'hui les Américains, ils ont une telle puissance technologique que je ne vois pas qui ça peut être. Et les Français, ils en sont où? Ils sont dans une catégorie un peu en dessous, je pense. Pour vous dire la vérité, il faut être dedans, et je ne suis pas dedans, donc je ne sais pas. Est-ce qu'on est en mesure de dire, si on prend un pays comme la France, combien il y a d'espions, en tout cas de contingents? Par exemple, quel est le plus gros contingent d'espions en France? Est-ce que ce sont des Russes, des Américains, des Chinois? On ne sait pas, on ne sait pas, parce qu'il y a ceux qui sont légaux, qui sont reconnus comme tels, qui se sont déclarés. Il y a ceux qui sont légaux parce qu'ils sont sous couverture diplomatique, mais qui ne se sont pas déclarés. Et puis il y a ce qu'on appelle les illégaux, ceux qui sont rentrés sans se déclarer du tout.
Ouais. A priori, c'est les Russes, puisque c'est leur métier de base. Vous avez dit se déclarer en tant qu'espion, c'est-à-dire? Ben oui, il y a un correspondant de la DGSE pour le KGB, le successeur du KGB, à l'ambassade de Russie aujourd'hui. D'accord. Mais il y a aussi ceux qui sont soi-disant diplomates avec un passeport diplomatique, qui ne sont pas, on ne peut pas les mettre en prison, mais qui sont aussi espions, et qui sont surtout espions. Et puis il y a ceux qui rentrent, par la petite porte, et qui, eux, forment ce qui fascinait le plus Poutine, c'est-à-dire les illégaux. Votre espion préféré, définitivement? Définitivement, c'est un homme qui s'appelle Richard Zorg, qui était allemand et russe, et qui a travaillé par idéologie, et qui a informé Staline du fait que Hitler allait attaquer, et surtout que les Japonais n'allaient pas attaquer en 1941, et que donc Staline pouvait concentrer ses forces à l'ouest et repousser l'invasion allemande. Et ça, pour nous tous, ça a été une information considérable. C'est l'opération, c'est pas celle-là, non? Non, Barbara Barbarossa, non. Ouais. Elle n'a pas de nom, puisqu'elle n'a pas eu lieu. Elle n'a pas eu lieu, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Vincent Jauvert, dictionnaire amoureux de l'espionnage. Top secret, c'est aux éditions Plomb. Dictionnaire absolument passionnant, avec donc des entrées, des mots-clés, mais aussi plein d'histoires croustillantes. Merci à vous. Merci.